Imaginez la scène. Yolanda est chez le médecin. Elle attend dans une petite salle d'examen, assise sur ce papier qui craque pendant près d'une heure. Ah oui, la situation classique. Voilà. Et quand le médecin entre enfin, super pressé, il ne dit pas un mot sur son retard. Rien. Pas un « désolé de vous avoir fait attendre ». Et là, Yolanda, elle se sent complètement invisible, comme si son temps n'avait aucune valeur. Et le pire, c'est souvent ce qui se passe après, dans sa tête, j'imagine. Exactement. Elle commence à se dire « mais est-ce que, au fond, ce n'est pas moi qui suis trop sensible ?» C'est une situation qui parle à tout le monde. On a tous vécu une version de cette histoire. Ce qui blesse, ce n'est pas tant le retard ou le commentaire maladroit. C'est l'absence de reconnaissance de l'offense. C'est ce silence qui transforme une petite frustration en vraie blessure. C'est tout à fait ça. Et ça m'a rappelé un livre vraiment passionnant qui explore justement ce sujet. Pourquoi ne vous excusez-vous pas? L'auteur y décortique l'art complexe de s'excuser. Ça paraît si simple de dire « je suis désolé » et pourtant... Et pourtant, c'est un acte qui est souvent raté ou pire, qui est complètement évité. Voilà. Oui, et ce n'est pas juste une question de politesse, ça touche vraiment au cœur de nos relations. L'auteur, avec ses 30 ans d'expérience, elle montre bien à quel point une excuse réussie peut réparer un lien, et une excuse ratée, au contraire, le détruire pour de bon. Alors, c'est notre projet aujourd'hui. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce simple mot « pardon ». Pourquoi est-ce si difficile à prononcer pour certains? Qu'est-ce qui fait qu'une excuse, même formulée, tombe à plat et parfois même aggrave la situation? Et surtout, comment bien faire? Est-ce qu'il y a une recette pour s'excuser d'une manière qui répare vraiment les choses? Exactement. Et on regardera même l'autre côté du miroir. Comment on réagit, nous, quand on reçoit des excuses? C'est un sujet bien plus profond qu'il n'y paraît. Ça touche à l'ego, à la vulnérabilité, à la confiance. C'est un vrai voyage au cœur des dynamiques humaines. Commençons par le début alors. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui semble physiquement incapable de dire « je suis désolé ». On pense souvent que c'est de l'orgueil, mais le livre suggère que c'est bien plus profond que ça, n'est-ce pas? Oui, et c'est là que ça devient fascinant. L'auteur, elle dégage 3 grandes raisons qui expliquent ce blocage. Et elles sont souvent inconscientes. La première, et peut-être la plus puissante, elle s'ancre dans les traumatismes de l'enfance. D'accord. Pour certaines personnes, l'acte même de s'excuser, ça réveille une honte très ancienne, presque insupportable. L'excuse devient une sorte de bouton qui réactive une vieille humiliation. C'est exactement ça. Le livre raconte l'histoire de Geoffrey. Quand il était enfant, ses parents le forçaient tout le temps à s'excuser auprès de son frère pour la moindre dispute, même quand il n'était pas en tort. Ah oui, le coupable désigné. Voilà. Du coup, pour lui, la phrase « je suis désolé » est devenue totalement liée à un sentiment d'injustice, d'humiliation, de déshonneur. Et devenu adulte, son cerveau a gardé cette association. S'excuser, pour lui, c'est revivre cette soumission forcée. Alors il l'évite à tout prix. C'est fou de penser qu'un mot puisse être chargé d'un tel poids. Ça explique pourquoi la réaction de certains peut sembler si disproportionnée face à une petite erreur. Et j'imagine que les stéréotypes de genre n'aident pas. Pas du tout. C'est la deuxième grande raison. On enseigne encore beaucoup aux garçons à être un homme, ce qui veut souvent dire « ne montre pas tes faiblesses, n'admets jamais tes erreurs ». Bien sûr. Dans cette vision du monde, présenter des excuses, c'est perçu comme un signe de vulnérabilité. C'est un aveu d'échec, ce qui est incompatible avec l'image de l'homme fort, infaillible, qu'ils sont censés incarner. Mais le point qui m'a le plus surpris, et qui est presque un paradoxe, c'est le lien avec l'estime de soi. On a l'image du patron arrogant, très sûr de lui, qui ne s'excuse jamais. Mais en fait, c'est souvent le contraire qui se passe sous la surface. C'est le point le plus contre-intuitif et le plus important, je crois. Une très faible estime de soi est un obstacle majeur. Pour une personne qui, au fond, doute de sa propre valeur, admettre une erreur, c'est vécu comme une menace existentielle. Ce n'est pas « j'ai fait une erreur », c'est « je suis une erreur ». Précisément, l'auteur utilise une image incroyablement forte. S'excuser, pour cette personne, c'est comme le loup qui expose son cou à son attaquant. C'est un acte de soumission qui risque de la faire s'effondrer. C'est une image puissante, oui. La personne n'a pas les ressources psychologiques pour encaisser un aveu de tort. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui a une estime de soi solide peut se le permettre. Exactement. Si votre sentiment de valeur est stable, bien ancré, admettre une erreur n'est pas une menace. On peut dire « j'ai eu tort sur ce coup-là », sans que ça remette en question qui on est. Ça permet même de se connecter à la douleur de l'autre, parce qu'on n'est pas paralysé par la peur. Donc on comprend mieux ce blocage. Mais même quand on franchit ce cap et qu'on essaie de s'excuser, il y a 1000 façons de tout rater.
C'est presque un marre en soi de rater ses excuses. Oh oui, c'est un véritable champ de mine. Et le livre identifie plusieurs, on va dire, saboteurs d'excuses très courants. Le premier, et le plus célèbre, c'est celui qui consiste à éviter la responsabilité tout en ayant l'air de s'excuser. Ah, le fameux «je suis désolé, mais», le grand classique. Le «mais» qui vient tout annuler, c'est exactement ça. Le «mais», c'est une gomme qui efface tout ce qui a été dit avant. L'exemple de Dolores est parfait. Elle crie sur sa sœur pendant une fête de famille. Plus tard, elle l'appelle et lui dit « C'était mal de ma part de te crier dessus, mais tu n'as aucune idée d'à quel point j'étais occupé. » Et voilà. Et voilà. En une seconde, l'excuse se transforme en reproche. Le message devient « C'est un peu ma faute, mais c'est surtout la tienne. » C'est une justification déguisée. Et il y a son cousin, le « désolé si ». Je suis désolé si mon commentaire t'a blessé. Ça, c'est terrible aussi. Ça sous-entend que le problème, c'est la sensibilité de l'autre. Absolument. Le si met en doute la légitimité des sentiments de l'autre. Un autre type d'excuse ratée, plus subtil mais tout aussi destructeur, c'est ce que le livre appelle l'excuse mystifiante, celle qui brouille complètement les pistes de la responsabilité. Là, l'exemple avec les 2 enfants est particulièrement marquant, je trouve. Oui, il s'agit de Matt, 6 ans, et son camarade Sean. En plein jeu, Matt arrache un jouet des mains de Sean. Sean, de frustration, se jette par terre et commence à se cogner la tête sur le sol. D'accord. La mère de Sean arrive, furieuse, et hurle sur Matt. « Regarde ce que tu as fait. Tu as fait en sorte que Sean se cogne la tête. Excuse-toi immédiatement. » C'est une situation impossible pour l'enfant. Matt a mal agi en prenant le jouet, ça c'est un fait, mais on lui demande de s'excuser pour la réaction de l'autre, qu'il ne contrôle absolument pas. C'est hyper déroutant. C'est une situation perdant-perdant. Matt apprend une leçon terrible. On peut être tenu responsable des émotions des autres. Et Sean, lui, n'apprend pas à gérer sa colère. Au contraire, il apprend que ces crises sont un outil pour faire punir les autres. La responsabilité devient un brouillard total. Et la troisième grande façon de tout gâcher, c'est quand on mélange l'excuse et une sorte de chantage affectif. C'est le marchandage du pardon. C'est quand on s'excuse, mais en exigeant le pardon immédiat en retour. L'histoire de Don l'illustre bien. Il autorise sa fille de 14 ans à aller à une fête, dans le dos de sa femme. Forcément, elle est furieuse quand elle l'apprend, évidemment. Donc Don s'excuse, il reconnaît son erreur, mais comme elle reste froide et ne lui pardonne pas sur le champ, il insiste. Il lui dit « Mais je me suis excusé, qu'est-ce que tu veux de plus? On ne va pas y passer la nuit ?» C'est un retournement de situation incroyable. L'agresseur devient la victime du refus de pardonner de l'autre. La pression qu'il met annule toute la sincérité du geste. Il souffre, et c'est sa femme qui devient la méchante. Mais le pardon, ça ne se commande pas. La personne blessée a besoin de temps, d'espace. Exiger l'absolution, c'est montrer qu'on se préoccupe plus de son propre confort que de la douleur de l'autre. On vient de voir un véritable catalogue de ce qu'il ne faut pas faire. Ça donne l'impression que réussir des excuses relève de l'exploit. Heureusement, le livre propose un cas concret, celui de Catherine et de sa fille Dee, qui montre que c'est possible. Oui, et c'est un exemple de réparation magnifique. Au départ, d'ailleurs, Catherine tombe dans tous les pièges. Sa fille adulte Dee l'accuse de l'avoir négligée pendant son divorce des années plus tôt. La première réaction de Catherine, c'est une pseudo-excuse. « Je suis désolée que tu aies tant souffert, j'ai fait de mon mieux. » Ce qui veut dire « ce n'est pas ma faute ». Voilà. Voyant que ça ne mène nulle part, elle décide de changer radicalement d'approche. Et la première étape, c'est l'écoute. C'est sans doute la plus difficile, non, Mettre son ego de côté et juste écouter la douleur de l'autre. C'est le fondement de tout. Catherine décide de se taire et d'écouter. Elle pose des questions ouvertes à sa fille pour comprendre sa perspective. Même quand Dee l'accuse d'avoir été égoïste, Catherine résiste à l'envie de se défendre. Elle écoute, simplement. Et c'est seulement après cette phase d'écoute qu'arrive l'excuse elle-même. Oui, deuxième étape. L'excuse est directe, sans détour. Catherine dit à sa fille qu'elle n'a pas été à la hauteur en tant que mère durant cette période. Mais le détail le plus crucial, c'est qu'elle ne demande pas « pardon ». Elle offre son excuse sans rien attendre en retour. Et ça change tout. Ça enlève toute la pression sur sa fille. C'est un cadeau, pas une transaction. Mais il y a une troisième étape, une nuance importante. Oui, celle de la clarification des responsabilités. S'excuser ne veut pas dire tout prendre sur soi. Pendant la conversation, Dee accuse aussi sa mère d'être responsable de l'alcoolisme de son père, de ses propres échecs amoureux. Et là, Catherine, tout en acceptant sa part, refuse de porter ce fardeau. Donc, s'excuser pour sa part,
ce n'est pas endosser toutes les fautes du monde, c'est tracer une ligne claire. C'est un acte de grande maturité, en fait. Et le résultat est spectaculaire. Absolument. 1 an plus tard, c'est Dee qui s'excuse auprès de sa mère pour la dureté de ses propos. La dynamique a complètement changé. Une excuse bien menée, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de force qui reconstruit la relation sur des bases plus saines. On a beaucoup parlé de comment présenter des excuses, mais on oublie souvent que les recevoir, ce n'est pas si simple non plus. On a souvent ce réflexe de minimiser en disant « Oh, ce n'est rien ». C'est un réflexe courant, mais c'est une très mauvaise approche. Ça y invalide complètement le courage qu'il a fallu à l'autre pour faire cette démarche. Le livre raconte l'histoire de Franck qui, après une soirée, se rend compte qu'il a monopolisé la conversation. Le lendemain, il appelle un ami pour s'en excuser. Et l'ami lui répond « Mais non, t'en fais pas, on a adoré t'écouter ». C'est vrai, on le fait pour être sympa, pour rassurer, mais en faisant ça, on rejette l'excuse. On dit à l'autre « Ton effort, ta prise de conscience, ça ne valait rien ». Exactement. Alors, que faire ? La meilleure approche est souvent la plus simple. L'auteur donne un exemple magnifique. Dans une agence de location de voitures, elle donne un bonbon à une fillette sans demander la permission de la mère. Réalisant son erreur, elle s'approche de la mère et s'excuse sincèrement. Et la réponse de la mère est d'une simplicité et d'une élégance parfaite. Elle la regarde calmement et lui dit simplement « Merci pour ces excuses, je les apprécie ». C'est tout. Cette réponse, elle valide l'excuse, elle rassure l'autre et elle préserve la dignité de chacune. C'est une masterclass. Mais ça, c'est pour les petites offenses du quotidien. Qu'en est-il des situations plus graves, des trahisons où la blessure est vraiment profonde? Là, il faut comprendre une distinction fondamentale. Accepter des excuses n'obligeant rien à la réconciliation. L'histoire de Joanne et Marsha est tragique. Elles sont meilleures amies, collègues. Marsha trahit Joanne en lui volant une promotion. Joanne, anéantie, quitte l'entreprise. 4 ans plus tard, Marsha lui envoie un long email d'excuses, très sincère. Et Joanne accepte l'excuse, mais pas la relation. C'est son droit le plus strict. Elle répond à Marsha qu'elle la remercie, qu'elle croit ses excuses sincères, mais qu'elle ne souhaite pas raviver leur amitié. La confiance est rompue. L'excuse a permis d'apaiser une partie de sa rancœur, c'est une forme de guérison, mais ça n'efface pas la trahison. Et ça nous amène à une dernière idée très forte. Le pardon n'est pas binaire. C'est le concept de pardon partiel. Avec le cas de Rosa, dont le mari a été infidèle. Oui. Après la découverte de l'infidélité, son mari fait tout pour se racheter. Il est exemplaire. Un jour, il lui demande « Est-ce que tu m'as pardonné ?» Rosa réfléchit et répond qu'elle me ment à 90%. 90%. Oui. Elle explique « Je te pardonne d'avoir eu une liaison, mais je crois que je ne te pardonnerai jamais d'avoir couché avec elle dans notre lit. » L'idée du pardon à 90% est tellement plus réaliste et humaine que le tout ou rien. Ça reconnaît que certaines blessures laissent des cicatrices permanentes, mais qu'on peut reconstruire autour. Le pardon, comme un curseur, pas un interrupteur. C'est une idée qui reste. Exactement. Et ces 90% ont suffi. Leur mariage a non seulement survécu, mais il est devenu plus fort, car basé sur une honnêteté radicale concernant la complexité de leurs sentiments. Quand on regarde tout ça, on voit bien que s'excuser, c'est beaucoup plus qu'une simple formule. C'est une danse complexe entre l'ego, la vulnérabilité et l'écoute. On a vu ce qui nous bloque, comme les blessures d'enfance, et tous les pièges à éviter, comme le fameux « mais ». Et on a aussi vu qu'une excuse réussie, comme celle de Catherine, est un processus. Écouter d'abord, s'excuser sincèrement pour sa part ensuite, et enfin savoir tracer les limites de sa responsabilité. Et puis, il y a cet art subtil de recevoir les excuses avec grâce. Au final, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un outil incroyablement puissant pour maintenir la confiance et réparer les liens qui nous sont chers. C'est un des outils les plus fondamentaux dont on dispose pour naviguer la complexité des relations humaines avec honnêteté et intégrité. C'est un véritable acte de courage, qu'on soit celui qui présente les excuses ou celui qui les reçoit. Et pour conclure, voici une pensée pour la route. Notre discussion s'est concentrée sur les excuses entre individus dans la sphère privée. Mais comment ces principes s'appliquent-ils à une plus grande échelle ? Quand une entreprise, une institution ou même un gouvernement présente des excuses publiques, quels sont les éléments qui les rendent sincères et efficaces ? Et quels sont ceux qui, comme le « désolé mais », les font sonner complètement creux ?